Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. Notre dossier du jour est consacré aux collectionneurs. On va essayer de comprendre ce qui les anime dans cette passion de réunir et accumuler avec frénésie pendant des années. Vous allez voir que les collections sont aussi insolites que multiples. Mais d'abord, je vous propose d'aller retrouver Evan à Belle-Île, toujours en poste. Quel est ton programme ce matin, Evan ? Salut Anne Fanté et bonjour à tous. Pour notre dernier jour à Belle-Île, on a décidé de vous faire découvrir les coulisses de la compagnie Océane qui fait le lien entre l'île et le continent. Vous allez voir des lieux qu'on ne voit jamais et puis surtout en compagnie du capitaine. Non, bon, allez, on oublie, j'ai l'air ridicule. Bonjour Arnaud et bonjour Gaël. Bonjour. C'est vous les vrais experts, même si vous n'êtes pas les capitaines. Mais vous allez nous donner pas mal d'infos sur la compagnie Océane. Justement, avant de commencer, Arnaud, c'est combien de bateaux qui font la liaison toute l'année entre l'île et le continent ? Donc en tout, on a 3 bateaux. On a 2 rouliers qui transportent à la fois des passagers, des voitures, des camions, des animaux et une vedette à passagers qui transporte que des passagers. Bon, on va en continuer à en parler, mais là, il se passe plein de choses derrière nous. On va s'approcher un petit peu. Gaël, venez. Qu'est-ce que font vos collègues là ? Donc là, ils amarrent le bateau. Donc on va positionner le bateau le long de la cale pour pouvoir le décharger dans des meilleures conditions, quoi. Donc on a 2 labaneurs et dont Dominique qui fait le réglage du bateau. Là. Donc on commence par lancer une petite boule de corde toute légère et après vient la grosse corde. Les grosses cordes, les amarres, voilà. Et le bateau va venir se coller complètement à la cale ? Complètement. Donc voilà, donc là on l'a positionné le long du quai. Une fois qu'il est positionné, on va pouvoir amarrer l'arrière du bateau. Et les bateaux naviguent par tout temps ? Presque par tout temps. Donc en général, on arrive à se coordonner donc, avec les capitaines pour prévoir les météos, mais en fonction de la météo, de toute façon, on recale des traversées, soit avant, soit après la perturbation. Quel type de marchandises vous mettez à bord ? Alors, on transporte beaucoup de choses en termes de marchandises. Donc, il y a la poste, la pharmacie, tout ce qui est prioritaire, le fret qui passe aussi avec les camions. On peut même passer des animaux, on passe des tracteurs, beaucoup de véhicules utilitaires. N'empêche, j'entendais hier dans une pharmacie des gens qui commandaient vers 16h. On leur disait qu'ils auront leurs médicaments demain matin à 10h. C'est hyper rapide, on a l'impression d'être sur le continent. Exactement. On est vraiment en interaction aussi avec tous les professionnels pour pouvoir livrer juste à temps. Alors là, j'imagine que la porte va bientôt s'ouvrir, incessamment sous peu. Est-ce qu'en fonction du niveau de la marée, il y a des difficultés particulières ? Oui, un petit peu. Ouais. Pendant les grandes marées, on est souvent obligé, après le déchargement du bateau, de refaire une manœuvre, soit en avant, soit en arrière, pour pouvoir recharger dans les meilleures conditions après, quoi. Et il n'arrive jamais que le bateau soit trop bas et que la porte de la cale du garage puisse pas s'ouvrir. Non, on essaye de faire au mieux. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, le plus dans votre métier à la compagnie Océane ? Il y a quand même une grosse notion de service public parce que sans vous, l'île est complètement isolée. Pour moi, c'est ce qui me motive le plus, justement. C'est le sens en fait, du service, d'être imprégné dans l'insularité, à la fois pour répondre aux insulaires, aux habitants à l'année, mais aussi aux gens qui viennent faire du tourisme. En fait. Et vous, Gaël ? Oui, c'est comme le dit Arnaud, c'est c'est l'insularité avant tout, quoi. C'est être au service des insulaires, quoi. Je vois, c'est comme un pont-levis dans un château. Ça peut jamais arriver que pendant le déchargement des véhicules, le bateau s'éloigne et que du coup, on tombe dans l'eau. Ça, c'est mon gros stress. Non, on n'a jamais eu ce genre de souci. Bon, tant mieux, parce qu'on voit que c'est bien géré. Justement, ici, à Belle-Île, il y a aussi le centre d'appel de la compagnie. Tous les appels pour réserver se font ici, comme ça, ça favorise l'emploi local. On va aller les voir, ils sont à quelques mètres d'ici. Ne soyez pas en retard, je compte sur vous, Moussaillon. Hein ? On y croit là, non ? Oui, ouais, ils sont gentils. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. On va parler maintenant d'une passion qui peut parfois être débordante. Ce matin, on s'intéresse aux collectionneurs. Regardez. Regarde ce que j'ai trouvé pour toi. Ah, génial, ça manquait à ma collection. 16% des Français se déclarent collectionneurs. C'est une passion nettement plus masculine, 73% d'hommes contre seulement 27% de femmes, et qui commence tôt. La moitié des collectionneurs ont débuté leur collection entre 7 et 15 ans. Tout, absolument tout se collectionne, à chacun son petit nom. Philatéliste pour les timbres, cucurbitaciste pour les étiquettes de melon, clopocléphile pour les porte-clés, numismate pour les pièces de monnaie, ou glacophile pour les pots de yaourt. D'où vient cette propension à l'accumulation ? À en croire les psys, ce qui motive au fond le collectionneur, ce n'est pas tant la possession, mais plutôt la quête de l'objet.
Une quête qui permet bien souvent de combler un vide, d'éprouver de l'excitation et de l'émotion. Et pour preuve, quand la collection est finie, certains collectionneurs s'empressent d'en commencer une autre. Attention tout de même à ce que ça ne vire pas à l'obsession, car sinon, on risque de collectionner les ennuis. On verra si c'est le cas avec nos invités. Jean-Victor Lebao, bonjour. Vous êtes le président de Braze Cap 56, association qui regroupe les collectionneurs de bouteilles de champagne et créments. De capsules. De capsules, pardon. Oui, effectivement, ça fait toute la différence. Baptiste Magontier, vous êtes réalisateur. Vous vous êtes intéressé aux cocheurs, des collectionneurs singuliers amoureux des oiseaux rares, entre autres. Et puis Olivier Rotheil, on parlera justement avec vous de la protection des oiseaux en deuxième partie d'émission et pas que. Bonjour à tous les trois. Alors Jean-Victor Lebao, vous collectionnez des capsules et non des bouteilles de champagne évidemment. Et vous, votre petit nom, ce sont les placomusophiles. C'est ça. D'accord. Et comment vous est venue cette passion ? Parce qu'il faut avoir un déclencheur quand même. On ne devient pas... Un jour, j'ai trouvé une capsule qui était différente des autres parce qu'au départ, les capsules de champagne étaient toutes en étain ou blanches, mais en alu, sans plus. Et puis, il a commencé à sortir des capsules avec des motifs. Et on est collectionneur ou on l'est pas. Ça a été le coup de cœur, quoi, grosso modo. Et ça m'a plu, donc j'ai continué, j'ai gardé, j'ai mis les capsules de côté comme ça, je gardais dans des boîtes. Et puis, de fil en aiguille... De fil en aiguille, il y a 27 000 capsules aujourd'hui au compteur, près, 160 classeurs et une pièce totalement dédiée. Qui me sert qu'à ça, et oui, il faut, parce que ça prend de la place malgré tout. Et est-ce qu'on se rend compte qu'on accumule au fur et à mesure, puisque quand même 27 000 capsules, c'est énorme. Alors, moi je me rends compte, oui, mais mon épouse encore plus. Oui, elle est derrière dans les coulisses, je pense qu'elle se rend compte plus que vous. Alors vous, Baptiste Magontier, vous avez suivi des cocheurs. Alors eux, ce sont des collectionneurs un peu originaux. On va regarder un extrait et puis on revient tout de suite après. Ce qui est bien, c'est de pouvoir dormir le plus près possible du spot, comme ça quand on arrive de nuit, au moins comme ça le lendemain matin au lever du jour, on est là où il faut être, on est opérationnel. Avec le temps qu'il fait, on va dormir à la belle étoile, ça va être sympa. La nuit va être courte mais agréable. Oh génial, il est vraiment pas loin. Oh là, je le suis dans la longue vue depuis tout à l'heure, là c'est magique. Purée. Oh là là là, je pensais que j'arriverais jamais à le voir cet oiseau. Ouf. Excellent. Bon, c'est pas le tout. Je vais saisir ma coche sur cocheur. Martinet Cafre et hop. Oh putain, je me sens plus léger là. Oh là 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 là. Putain. Bon, c'est bon, on peut rentrer. Un café. Il y en a qui se coinent assez haut dans le ciel. 1200 km pour un oiseau. Un martinet cafre dont la présence en France relevait du miracle. Antoine avait roulé toute la nuit pour le voir et ainsi ajouté cette espèce à la longue liste de celles qu'il a pu observer au sein de nos frontières. Cette activité de l'ordre de la collection anime toute une communauté de passionnés de par le monde. On les appelle les cocheurs. Alors on comprend bien, les cocheurs ne conservent pas les oiseaux en tant que tels, ils cochent. Comment vous avez connu leur existence ? Parce que moi j'avoue que c'est en regardant votre documentaire que j'ai découvert l'existence des cocheurs. Alors je les ai connus en revenant de l'île d'Ouessant. Je suis allé sur l'île d'Ouessant pour la première fois il y a 8 ans, en vacances. J'avais vu qu'il y avait beaucoup d'ornithos, mais sans connaître l'existence de la coche. Et en revenant de l'île d'Ouessant, je suis allé m'acheter un guide ornithologique parce que le mien était trop vieux. Je l'avais à la main sur le quai de la gare de Brest. Et un d'eux est venu m'aborder. Et en parlant au wagon-bar ensemble, il m'a expliqué qu'il faisait cette compétition, cette collection d'observation d'oiseaux. C'est justement ce que vous avez découvert finalement. J'ai découvert ça et je me suis dit, il y a un film à faire. Et finalement, que représente pour eux l'île de Ouessant ? C'est le meilleur endroit en France pour voir des oiseaux rares. Tout simplement, parce que
L'île est un endroit pour des raisons de migration d'oiseaux, de proximité de l'océan Atlantique, etc., fait qu'il y a autant d'oiseaux américains que d'oiseaux sibériens qui peuvent se retrouver sur cette île, et du coup c'est le meilleur endroit pour voir des oiseaux rares. J'imagine qu'à la Ligue pour la protection des oiseaux, vous les connaissez un petit peu quand même, les cochards? Oui, on en a dans les équipes à la fois bénévoles et salariés. Je crois que tu en as rencontré un d'ailleurs à Ouessant. Alors on l'a vu à l'instant dans notre reportage, les collectionneurs sont davantage masculins. Et finalement, cette passion, elle commence tout jeune. Est-ce que vous vous souvenez, Jean-Victor Le Baot, de votre première collection? Oui. Ouais. C'était les petits trains électriques. Les trains électriques. Le train. Ouais. Qu'ils soient électriques ou pas, tout ce qui touchait le train. Et vous aviez quel âge à l'époque? 8 ans par là, environ 8 ans, 7-8 ans. Et même les cochards, on remarque dans votre film que chacun a finalement une collection qui sortait, qui était plus classique, disons, et après ils sont arrivés à la coche. Oui, tout à fait. Il y en a même un qui collectionnait les pelotes de rejection des rapaces. C'est des choses qui recrachent avec des bouts de plumes et des bouts d'os, etc. Donc ouais, ils ont vraiment collectionné des trucs bizarres aussi. Sa passion. Et finalement, quelle est la place des femmes dans la coche aujourd'hui? Ça reste majoritairement masculin? Ça reste majoritairement masculin, en tout cas en France, ce qui n'est pas forcément le cas aux États-Unis. D'accord. Mais oui, il y en a un petit peu des femmes, mais vraiment un petit peu. Et dans votre association, Jean-Victor Le Baot? Moitié à peu près. Moitié-moitié? Oui. Mais les femmes sont souvent en couple. D'accord. C'est le couple qui... C'est la femme qui collectionne, le mari l'aide. D'accord. Mais l'inverse ne se fait pas, c'est bizarre. D'accord. Alors ce qui est différent aussi avec la coche, c'est cette part de compétition, de jeu qui se joue. Et finalement, cette compétition, elle est aussi très encadrée. Oui, elle l'est maintenant. Ouais. En tout cas pour les oiseaux rares. C'est-à-dire que pour un merle ou une pie, on ne va pas demander au cocheur de prouver son observation. Mais pour un oiseau rare, il faut qu'il remplisse ce qu'on appelle une fiche CHN, dans laquelle il décrit très précisément son observation. Et après, il y a un comité qui va décider si on la valide ou pas. Il y a combien d'oiseaux à cocher finalement? Dans le monde, Oui. 11 000. 11 000. Environ. Et les leaders français, ils en sont où aujourd'hui? Ils approchent de 500. Ce qui est énorme pour la France, en soi. D'accord. Alors quand on parle de collection, on entend souvent aussi objets rares, oiseaux fétiches, on le verra tout à l'heure. Quelle est la capsule finalement que vous rêvez d'avoir, Jean-Victor Le Baot? La crème de la crème. Celle que je n'arriverai jamais à avoir. Ouais. C'est-à-dire? Je ne sais pas si je peux nommer, parce qu'il faut nommer un champagne. Oui, après vous en nommerez un autre, comme ça on ne fera pas de concurrence. C'est une Paul Roger. Champagne Paul Roger, mais c'est une capsule qui est de 1924. Apparemment, il en existe que 4 exemplaires. Il n'en reste plus que 4 exemplaires au monde. Au monde, d'accord. Citez-nous un autre champagne rapidement pour ne pas faire de concurrence. Des Chandons, entre autres. D'accord. Et chez les cochards aussi, il y a ce Graal. Chaque cochard a un petit peu son oiseau fétiche, une espèce de quête autour de ça. C'est assez étonnant d'ailleurs. Ouais, mais ça va être parce que c'est un oiseau qu'il est plus ou moins facile de trouver en France, mais que pour des raisons de pas de bol, le type a jamais réussi à le voir, donc forcément ça devient une obsession. Ou alors d'autres, c'est des oiseaux complètement rêvés parce qu'on n'en a vu qu'un seul en France en l'espace de 25 ans par exemple. Donc ils attendent le jour où ça va se reproduire. C'est comme un petit coup de cœur finalement. Ouais, complètement. Alors chez les cochards, parfois ça va très 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 loin. Ils parcourent des milliers de kilomètres, on l'a vu avec votre protagoniste principal pour voir un oiseau. Et parfois ça prend beaucoup de place dans la famille. Oui, il faut savoir que l'extrait qu'on a vu tout à l'heure, sa femme a accouché 2 jours avant. Ouais. Voilà. Il est quand même parti... Ouais, il a attendu que ses beaux-parents arrivent pour aider sa femme à la maison et on a fait l'aller-retour. On est parti le soir, on est revenu le lendemain matin. Et comment c'est perçu par la famille, finalement, cet entourage? C'est quelque chose de délirant Ouais, souvent, au bout d'un moment, les gens, au début, trouvent ça complètement fou et à force, ils en rigolent. Après, je sais qu'Antoine, il n'en parle pas tant que ça. Sa femme est au courant, bien sûr, mais même ses beaux-parents, je ne suis pas sûr qu'ils sachent vraiment quels sont les tenants et les aboutissants du truc, quoi. Victor Le Baot, je vous retourne la question. Quelle est la chose la plus délirante que vous ayez fait pour une capsule de champagne ou de crémant? Je sais pas. Vous avez parcouru des kilomètres pour aller... ouais. Non, mais souvent, je pars en Champagne parce que c'est le Graal. La Champagne, c'est le Graal, enfin la région de Champagne. C'est le Graal pour avoir des capsules, mais
Seulement, ça devient tellement difficile que... J'aurais dû poser la question à votre femme. Je pense qu'elle l'aurait trouvé plus facilement. Je sais pas. Peut-être, mais j'ai pas le... Non, mais c'est pas grave. Quel est le regard que porte finalement votre famille sur cette passion qui vous anime autour des capsules? Mon épouse, c'est... Alors, sa question, c'est qu'est-ce qu'on va faire après? Ouais, justement. Est-ce que vous y avez pensé à cette question? Moi, j'y pense tout le temps. Ouais. J'espère qu'un de mes petits-fils prendra la relève. Il y en a un qui serait intéressé, mais le problème, c'est qu'il faut de la place. Ah bah ça, s'il y a un espace dédié... À l'heure actuelle, les maisons, les appartements, les gens ils ont tendance à être un petit peu à l'étroit. Est-ce que cette question de la transmission, elle traverse aussi les cocheurs? Est-ce que... Pas tous. Pas tous, ça dépend. Ceux qui ont des enfants, ils font en général en sorte que leurs enfants s'intéressent à la nature. Par contre, ils se rendent généralement compte que la coche, c'est pas forcément une bonne chose. Et du coup, ils les encouragent pas forcément à faire de la coche. Par contre, à s'intéresser à la nature. Et après avoir suivi les cocheurs, qu'est-ce que vous avez appris d'eux? Finalement, vous étiez admiratif ou vous trouvez ça toujours étonnant, étrange? C'est un peu des deux. Ouais. Ils sont un peu fous, mais ils en sont conscients la plupart du temps. C'est surtout des gens qui sont bourrés de connaissances, parce que pour faire ce qu'ils font, il faut accumuler des connaissances sur la nature qui sont incroyables. C'est des encyclopédies vivantes, ces mecs-là. Et d'ailleurs, vous vous appuyez là-dessus à la LPO, j'imagine, Olivier Retail, sur leur travail, en partie? Disons que les cocheurs, ils sont surtout en quête, au bout d'un moment, des espèces rares. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi les données sur les espèces les plus communes, les plus courantes. C'est à partir de ça qu'on va pouvoir modéliser ce qui se passe vraiment, souvent à l'échelle internationale, en termes d'évolution ou de comportement des espèces. Donc, cocher des moineaux tous les jours, ça nous va bien. Ça nous va presque mieux que de trouver l'espèce rare qui est là à titre exceptionnel et qu'on ne reverra pas. Et qui ne sera pas parlante pour la connaissance, on va dire. Alors, certains de nos téléspectateurs ont voulu témoigner de leur passion de la collection. On va écouter Jérôme. Nous allons écouter Jérôme dans quelques minutes. Non, on n'avait pas Jérôme. Donc, oui, Jérôme... Moi, je collectionne principalement les vinyles, en particulier les 45 tours. Alors, ma collection, ça a surtout commencé avec les vainqueurs de l'Eurovision. Par exemple, j'ai la première vainqueur, Lisa Cyr. Mais après, j'ai commencé un peu, ça venait de l'enfance aussi, donc j'ai fait pas mal de génériques télé, Dorothée, etc. Au niveau du temps, ça prend quand même pas mal de temps, mais là, avec le Covid, on peut plus tellement aller dans les foires à tout, etc. Donc je fais pas mal sur Internet, et moi mes questions c'est savoir si c'est un peu comme moi, si à chaque fois quand on commence une collection, petit à petit on trouve des nouveaux sujets et petit à petit on n'arrête plus. Jean-Victor Lebao, est-ce que vous êtes d'accord avec Jérôme? On est collectionneur ou on n'est pas, et on a toujours une petite... quelque chose autour de la capsule, c'est le champagne. Sur le champagne, vous avez les bouteilles, parce que les étiquettes sont différentes. Comme on voyait sur une de mes photos, j'ai les bouteilles, j'en ai tellement que je sais pour les mettre. Les seaux à champagne. Aussi, on peut faire la collection des seaux à champagne. Est-ce que tous les deux, vous avez été collectionneurs de quelque chose un peu dans votre vie, Olivier Retail? Ouais, j'ai commencé comme tout gamin, mais ça dure pas très très longtemps. J'ai commencé avec les paquets de cigarettes, moi. Donc, preuve que le marketing peut avoir son impact. Et ça vous est passé? Oui. Et plus d'autres collections depuis? Oui, en fait, aujourd'hui, je suis photographe animalier, donc c'est une forme de collection aussi, sauf que mes coches à moi, ce sont mes images. Donc ça prend de la place, mais sur des disques durs. Et vous, Baptiste Magontier? Moi, ce serait plutôt virtuel. J'ai tendance, quand j'ai un jeu vidéo, à vouloir vraiment le finir jusqu'au bout du bout. Mais sinon... pas en concret, non. Et un dernier petit mot, Jean-Victor Lebao, sur les bourses traditionnelles d'échange. Avec le contexte, elles n'ont pas eu lieu cette année. Comment vous faites pour vous adapter finalement? Là, elle recommence. D'accord. Elle recommence d'ailleurs, si je peux donner une date. Allez-y, je vous en prie. Le 12 juin, j'organise la première bourse de printemps qui devait avoir lieu au mois d'avril, qui est reportée au 12 juin. Ok. Autrement, on a sur Internet, on fait des échanges par Internet. Rendez-vous est pris donc au mois de juin. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à notre dossier du jour. Allez, on marque une pause pour aller retrouver Evan, direction Belle-Île-en-Mer. Oh, c'est dingue, d'ici on voit tout le port de Palais et on voit aussi notre bateau. En fait, je suis dans les locaux de la compagnie Océane et c'est ici que tous les appels pour réserver des billets de bateau pour Belle-Île, Ouate, Edic et l'île de Groix transitent.
Arnaud, rebonjour. Rebonjour. Laetitia, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de ce centre d'appel. Oui. Il y a combien de coups de fil qui transitent ici chaque année? Alors, en général, c'est 110 000, 115 000 annuels, sauf l'année dernière où ça a été une année particulière avec la pandémie, 115 000 environ. Et vous êtes ouvert combien de temps? On est ouvert toute l'année, 365 jours par an et 7 jours sur 7. Et alors pourquoi avoir choisi d'installer le centre d'appel à Belle-Île? Ça s'est fait un peu historiquement, mais c'était une vraie volonté aussi de garder une centrale d'appel sur l'île pour vraiment être plongé dans les problématiques d'insularité. Donc vous connaissez un peu, vous savez si un tel de l'île part sur le continent, vous le savez quoi. Et ça vous permet peut-être d'adapter le service pour faire quelque chose de sur mesure. Ouais, en fait, d'être insulaire, en fait, une centrale d'appel insulaire, ça nous aide beaucoup. C'est un atout pour traiter, par exemple, les situations perturbées, notamment pour les tempêtes. On a des bateaux annulés, on doit recontacter chaque client. Et en cas de difficulté pour contacter un client, on sait toujours qui part demain, pour quelle raison. Si on n'arrive pas à le joindre, on a toujours quelqu'un qui connaît cette personne. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Et puis les gens, quand ils appellent, ils entendent les mouettes presque si vous ouvrez la fenêtre. Oui, effectivement. En fait, ce qui fait voyager un peu les gens, c'est les gens qui nous appellent pour réserver leur voyage estival, par exemple. Et lorsqu'ils entendent le bateau corné, ce qui arrive souvent, tout de suite, ça les fait voyager. Ils trouvent ça plutôt drôle et ça les fait voyager déjà. Il y a combien de personnes qui travaillent ici, dans ce centre d'appel? Donc dans la centrale d'appel, en fait, on a une dizaine de personnes en fait, qui travaillent toute l'année en permanent et on est obligé de renforcer pour la saison. On a 5 personnes sur la centrale d'appel qui viennent sur la saison. Bon alors, ce qui est assez dingue, je ne savais pas, on va aller voir votre bureau d'un peu plus près, Laetitia, c'est que tous les véhicules sont préchargés informatiquement au moment de la réservation. Enfin bon, je l'ai expliqué avec mes mots, mais je pense que vous allez faire ça mieux que moi. Oui, donc là, en fait, on visualise le car deck. C'est l'ascenseur, en fait, sur lequel vont surtout les petits véhicules bas. Ensuite, dessous, nous avons le garage, où vont tous les autres véhicules qui font moins de 2,10 m de haut. Et enfin, les ponts avant, c'est là où nous positionnons tous les fourgons de plus de 2,10 m de haut et les camions, mais qui ne doivent pas dépasser les 19 tonnes. Et en plus, le logiciel vous calcule le poids Voilà, tout est calculé, donc il n'y a pas de risque de surcharge. Et en amont, de toute façon, tout ce qui est camion, fourgon, on précise bien au client qu'il ne doit pas être en surcharge. Voilà. Est-ce que je vois qu'il y a une case pour les ambulances? Oui, en fait, et donc malheureusement, ce qui arrive assez souvent, en cas d'urgence médicale, un insulaire ou un estivant, un saisonnier malade qui a besoin de partir en urgence sur le continent, nous réservons toujours une place, justement, pour ne pas avoir à refuser cette urgence. Et ça, les personnes du bateau ont accès? Ils ont une liste, ils ont un papier? Alors on leur imprime la liste d'embarquement pour chaque départ. Donc, ça tombe bien, moi je vais gérer le départ du prochain bateau puisqu'il faut qu'on rentre, mine de rien. Vous pouvez peut-être me donner la liste. Allez, on y va, c'est parti. Donc, vous l'avez pas sur votre bureau? Oui, voilà. C'est la magie de la télé, on avait tout préparé. Et en plus, on est les premiers à embarquer. Elle est pas mal, la vie. Magnifique. Je la prends et puis on se retrouve dans quelques instants. Oula, gros plan. On se retrouve dans quelques instants dans le garage du bateau pour voir justement comment sont installées ces voitures. Vous allez voir qu'on les surélève et on les empile. Un truc de dingue, on verra ça tout à l'heure. À toi, Anne Fonté. À tout à l'heure, Evan. On évoquait tout à l'heure les cocheurs, ces amoureux des oiseaux. On vous propose ce matin de devenir bénévole pour la Ligue pour la protection des oiseaux. Regardez. Toujours engagé pour la protection des oiseaux? Toujours. En ce moment, on recense les hirondelles et on pose des perchoirs. Agir pour défendre les oiseaux, la faune sauvage, la nature et lutter contre le déclin de la biodiversité par la connaissance, la protection, l'éducation et la mobilisation, c'est ce que propose la Ligue de protection des oiseaux. Fondée en 1912, la LPO est aujourd'hui reconnue d'utilité publique. Elle est l'un des principaux gestionnaires d'espaces naturels de France et intervient sur plus de 27 000 hectares de milieux naturels. L'engagement des bénévoles est essentiel. Philippe de Grissac s'y investit depuis 30 ans. Les souvenirs ne manquent pas. Un des moments les plus importants de ma vie a été à l'occasion du naufrage de l'Erika, recevoir 11 000 oiseaux mazoutés avec des bénévoles venus de toute la France, des centaines de bénévoles qui comprenaient dans un silence extraordinaire, qui comprenaient les enjeux de cette protection. C'était un moment très fort. J'avais à l'époque sorti un slogan qui disait « Quand un oiseau perd la vie, l'homme y perd des plumes ». Je crois que de plus en plus la société entend ce message et j'espère qu'enfin on va arrêter de faire disparaître cette nature
dont on ne peut se passer. Si vous aussi, vous avez envie de voler au secours des oiseaux et plus largement de la nature, rejoignez la Ligue de protection des oiseaux. Vous pourrez agir concrètement. Voilà pour notre idée du jour. Olivier Retail, vous êtes le directeur Bretagne de la LPO. Rebonjour. Alors vous avez le sentiment, comme le disait à l'instant votre vice-président France, que les personnes sont de plus en plus sensibilisées à cette question? Oui, clairement. On sent une prise de conscience qui monte vraiment en puissance. Ça se ressent par les coups de fil, d'alerte souvent qu'on reçoit, par les demandes de renseignements et puis par cet intérêt de plus en plus, cette sensibilité vis-à-vis de la faune sauvage en détresse qu'on peut croiser sur la route ou en se promenant, voilà, d'oiseaux blessés ou de petits mammifères, mais clairement, ouais. Alors vous, historiquement, à la LPO Bretagne, vous vous inscrivez dans cette vocation à sensibiliser. Finalement, comment on fait pour aider à prendre conscience davantage ? Eh ben, je pense que c'est la clé, vous venez de le dire, c'est de permettre aux gens de changer le regard qu'ils ont sur le sauvage qui les entoure. On n'est pas déconnecté de ce sauvage-là, il suffit de passer la porte de chez soi et on y est tout de suite confronté. C'est pas exotique forcément le sauvage, voilà. Et cette biodiversité ordinaire, c'est vraiment notre cœur d'action. Voir qu'autour de chez soi vivent des moineaux, des papillons, ou certaines essences locales en termes de flore, tout ça c'est précieux et se dire voilà, on vit avec ce sauvage-là et c'est un spectacle permanent. Donc une fois qu'on a compris ça, qu'on commence à fonctionner avec le cœur, en fait, tout simplement, je pense que là on est vraiment sur une action durable de préservation puisqu'on adapte nos comportements en conséquence. Et pensez-vous que le Covid accélère finalement cette prise de conscience ? Ça a été une super fenêtre, clairement. On a bien vu on a même cru à un moment qu'on disait « Oh, bon sang, le confinement, il y a plus d'oiseaux dans les villes. » Non, il n'y avait pas plus d'oiseaux dans les villes. On les entendait mieux. Mais en quantité, il y en avait autant. Voilà. Donc oui, puisque on était invité pendant cette période-là à être un peu plus contemplatif, on va dire. Donc de sa fenêtre, finalement, on s'aperçoit que le spectacle est là. On n'a pas besoin de faire des centaines de kilomètres, des milliers même parfois. Vous avez également des centres de soins. Comment ça fonctionne ? Oui, alors la LPO Bretagne ne gère pas de centre de soins en propre, mais effectivement en Bretagne, la LPO France gère le centre de soins de l'Île Grande. Eh bien, c'est une clinique, tout simplement, alors là en l'occurrence pour oiseaux majoritairement, mais pas que, petits mammifères aussi, pour oiseaux blessés, ou l'hiver pour oiseaux mazoutés. Donc il s'agit de prendre soin, de récupérer les oiseaux pour leur administrer soit des médicaments, pour réparer une aile, les garder en convalescence, puis les relâcher. Parce que la vocation de l'animal sauvage, c'est d'être relâché dans la nature. Mis en liberté. Ouais. Cette année, la LPO France fête le centenaire de son programme Refuge. De plus en plus de collectivités, d'entreprises jouent ce jeu. Oui, c'est aussi à ça qu'on mesure la prise de conscience grandissante. On est de plus en plus contacté effectivement par des entreprises, des particuliers aussi, mais des collectivités pour s'engager sur ce programme Refuge LPO qui consiste tout simplement à faire de l'espace vert dont on dispose, que ce soit son jardin et même son balcon ou les espaces autour de l'entreprise ou un parc dans le cadre d'une collectivité, d'en faire un havre propice à la biodiversité. Donc c'est une sorte de label d'encouragement à toujours mieux faire. Alors à la LPO Bretagne, vous fonctionnez en petits groupes, les bénévoles en tout cas fonctionnent en petits groupes avec des missions dédiées. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement à la LPO Bretagne aujourd'hui ? Oui, alors la LPO Bretagne au niveau de la vie bénévole est organisée par département. Donc effectivement, chaque groupe départemental peut avoir des thématiques qui ne sont pas forcément communes, mais il y en a certaines qu'on retrouve dans les quatre. On peut par exemple, souvent beaucoup de bénévoles veulent justement nous rejoindre pour travailler au plus près de la faune sauvage en détresse, qu'il s'agisse de tenir un téléphone dédié pour répondre aux questions des gens ou de faire des rapatriements, c'est-à-dire d'aller récupérer des oiseaux blessés, souvent déjà pris une première fois en charge par des vétérinaires et les amener dans les centres de soins. Mais on peut aussi venir tenir des stands, on peut aussi venir faire des comptages, des recensements, on peut venir fabriquer des nichoirs, voilà. Il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde. Oui, complètement. Et comme toute association, on n'est pas forcément non plus en recherche d'ornithologues ou de naturalistes confirmés. Je veux dire, vous êtes comptable.
on peut avoir On vous besoin accepte d'un coup de main. Aussi à la LPO. Pour adhérer à l'association, rapidement, quelle est la marche à suivre? On vous contacte directement sur votre site internet? Ouais, c'est plus simple. Oui, la démarche peut se faire de manière autonome en ligne sans problème. Oui. Quand on adhère à la LPO, on adhère de fait à 2 associations. Sa LPO locale, en l'occurrence ici la LPO Bretagne, et la LPO France. Ok, voilà. Tout est noté. Merci beaucoup Olivier Retail pour votre éclairage. Et comme chaque jour, on passe à notre volet emploi. Ce matin, on vous fait découvrir les coulisses du métier d'orthoptiste. Voici le portrait de Maria. Alors on va commencer par du drôle et après on fait le pas drôle. Ou le contraire, on fait le pas drôle d'abord ou le drôle? Pas drôle d'abord et après le drôle. Pas drôle d'abord, ok. Donc on commence par le pas drôle. Je suis Maria Plaza, je suis orthoptiste depuis 86 et j'ai 55 ans. Être orthoptiste, c'est prendre en charge la fonction visuelle. On ne s'occupe pas juste des yeux, on s'occupe de comment est-ce que les gens vont utiliser ces yeux. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir vivre avec leurs yeux et pouvoir les utiliser au mieux, sans que ces yeux posent problème. On met le casque? C'est bon? C'est trop drôle, alors attends, je te mets des exercices à faire. Je fais plus de la rééducation. Donc on va prendre en charge des patients qui ont une fatigue visuelle simplement, qui restent longtemps sur l'ordinateur, qui ont mal aux yeux. Mais on va prendre en charge aussi des enfants qui ont des strabismes avec comme conséquence un œil qui voit moins bien que l'autre, donc on va rééduquer. On va s'occuper aussi de personnes qui sont malvoyantes et donc du coup qu'on va aider à utiliser au mieux leur vision. C'est très varié, c'est très vaste. Donc moi j'ai une activité comme ça, quoi. C'est-à-dire que je vais passer du bébé à l'adulte, de l'adulte à la personne âgée. Tenez, cachez un œil. Les gens pensent vision, pensent ophtalmo, mais ils ne pensent pas que la vision c'est pas juste voir. C'est pas juste avoir 10 dixièmes, c'est aussi être capable de bouger ses yeux, c'est aussi être capable d'orienter son regard, c'est aussi être capable de percevoir l'espace, la position des objets les uns par rapport aux autres. Alors, un carré. Tu vois le grand carré? Tu vois le petit carré qui ressort là? Chaque fois que tu en vois un, hop, tu vas dessus, tu cliques. Ah, je me souviens. Voilà, allez, vas-y. Moi, ce que j'aime bien, c'est justement ce côté varié, ce côté voilà, prise en charge très diverse. On rencontre des gens très très différents. On passe du temps avec les patients aussi. C'est plutôt agréable de travailler en tant qu'orthoptiste et je pense qu'on peut être fier d'être orthoptiste parce que finalement, j'ai envie de dire, lire les yeux fermés, écrire les yeux fermés, se déplacer les yeux fermés, ça ne marche pas. Donc la vision, c'est un des premiers sens qu'on utilise. C'est vrai qu'on a beaucoup à apporter dans plein de domaines et j'ai espoir qu'on en apporte de plus en plus et qu'on soit de plus en plus connu. Plus d'infos sur le métier avec Ingrid Loubatière de Pôle emploi Brest. Bonjour Ingrid. Bonjour Anne Santé. Alors on a souvent tendance à confondre ophtalmo et orthoptiste. Pourtant ce sont des métiers bien différents Ingrid. Tout à fait, ce sont des métiers complètement différents. Comme l'expliquait Maria Plaza, donc sur prescription médicale, en fait, l'orthoptiste, lui, va établir donc le diagnostic, l'objectif et le plan de soins des patients, donc afin de mettre en place soit des actions de rééducation ou de réadaptation de la vue selon les différentes pathologies des patients, que ce soit de l'ordre du strabisme, de la fatigue oculaire ou d'une malformation de naissance, par exemple. Et quels sont les diplômes requis pour exercer ce métier, Ingrid ? Alors, vous devez, pour devenir orthoptiste, obligatoirement avoir un diplôme d'État, c'est obligatoire. Donc, vous devez pour ça passer le certificat de capacité d'orthoptiste, donc qui est un diplôme reconnu comme Bac+3. Donc, l'accès à la formation, elle est soumise à la réussite d'un concours sur lequel vous devez vous préinscrire sur Parcoursup. Marie évoquait la diversité de ses patients. C'est un métier qui demande quand même certaines compétences humaines. Hein. Oui, tout à fait. Alors, les premières compétences, c'est surtout d'être à l'écoute de ces patients et puis avoir une approche psychologique de façon à vraiment instaurer une relation de confiance avec ces patients. Ensuite, il faut être extrêmement rigoureux et précis car la vue, comme expliquait Marie, est en fait un sens où tout se mesure au millimètre près. Et enfin, je dirais qu'il faut être extrêmement patient du fait que les progrès de chaque individu peuvent être plus ou moins longs en fonction des difficultés rencontrées. Et combien d'offres d'emploi sont disponibles en Bretagne en ce moment ? Aujourd'hui, nous avons 8 offres d'emploi sur le territoire breton. Donc, vous pouvez les retrouver sur le site de pôle emploi.fr et retrouver les entreprises donc susceptibles de recruter sur ces métiers
sur la bonne boîte. Il nous reste quelques secondes. Quel est le salaire dans la profession, Ingrid ? Alors, sur un poste de salarié, on est en moyenne à 2 000 € net mensuels. Merci beaucoup Ingrid pour toutes ces précisions. Allons, partons prendre un dernier bon bol d'air direction Belle-Île où nous attend Evan. Alors là, ça ne rigole plus, le bateau part dans quelques minutes et toute l'équipe est sur le pont, c'est le cas de le dire, pour charger les véhicules. Arnaud, vous nous avez préparé des chiffres qui sont hyper impressionnants du nombre de véhicules que vous transportez chaque année entre Quiberon et Belle-Île. Oui, donc à l'année, nous on transporte 110 000 véhicules légers et on transporte 17 000 véhicules utilitaires. Donc à l'année, on a 3 000 rotations à l'année pour transporter toute cette marchandise, ces véhicules. Et on a en tout 870 000 passagers à l'année. Ah ouais, presque 1 million de personnes qui transitent ici. Exactement. Derrière, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Les voitures, elles sont en train de monter. Donc derrière, c'est ce qu'on appelle le car deck, c'est un ascenseur à voiture qui permet justement de gagner de la place dans les bateaux et de charger les petits véhicules en haut et de mettre des véhicules un peu plus haut sous le car deck. Et après, on verra qu'on aura les poids lourds qui seront à l'avant du bateau. Les gens du coin savent à quel point c'est rare d'avoir des places à bord de vos bateaux, notamment en haute saison. Pourquoi est-ce que les navires ne sont pas tout simplement plus grands? Parce qu'on est limité en fait par l'espace portuaire. Donc on a la citadelle Vauban et je pense qu'à l'époque ils n'avaient pas imaginé de recevoir ce type de bateau. Donc voilà pourquoi on est limité en taille de bateau. Bon bah voilà, comme ça on sait. Alors expliquez-nous comment se passe toute la procédure d'embarquement. C'est hyper millimétré parce que mine de rien le temps est assez court. Donc tout se fait déjà par la centrale d'appel où on fait des réservations. Après nous on va trier les véhicules sur les fils d'embarquement avec les petits véhicules qui vont aller sur le car deck, les véhicules moyens qui vont aller sur le car deck. Et enfin les véhicules poids lourds. Donc on trie tout avant que le bateau arrive. Et une fois que le bateau arrive... la fameuse feuille de Laetitia. Exactement. Donc là on retrouve toutes les réservations qu'on a. On retrouve même votre véhicule de France Télévisions. La classe. Et donc toute la réservation ici, on est trié par type de véhicule et de zone de garage. Et ça nous permet après de ranger le garage dans le bon ordre. Je peux négocier une première classe pour notre voiture? Il n'y a pas de première classe. Il n'y a pas de première classe. En fait, c'est quand même un ballet hyper bien orchestré. C'est un peu comme un jeu de construction. C'est jamais... Chaque chargement est différent. Chaque chargement est différent, sachant qu'on a en moyenne 40 minutes d'escale. Donc il ne faut pas perdre de temps. Et on peut embarquer aussi des vélos, des motos. On les met où? Alors on a un parc vraiment spécifique, ce qu'on appelle une aile moto, qu'on voit là-bas derrière. Ici on est sur le parc vélo, mais qui peut servir aussi pour mettre du courrier, pour mettre des produits pharmaceutiques. Voilà, on a une mixité en fait dans les produits et dans les chargements. C'est un peu comme un jeu de Lego, un jeu de Tetris en fait, où en fonction des besoins, de la demande, on s'adapte. Et puis les vélos, on en voit, il y en a qui sont juste ici par exemple. Exactement. Dernière question, un petit conseil. Moi par exemple, ça me fait stresser de mettre ma voiture ici. Pour se déstresser, c'est quoi le conseil? Alors pour se déstresser, moi ce que je dis aux clients, il faut vraiment se laisser guider. Donc il y a des professionnels qui vont vous guider. Presque les yeux fermés, ils vont vous dire tournez à gauche, tournez à droite, reculez, vous les écoutez et ils arrivent à vous charger très rapidement. Bon bah voilà, et ben maintenant place à la pratique, on va demander à Martial, notre ingénieur du son, de charger la voiture et on rentre déjà sur le continent, c'est la fin de notre semaine spéciale à Belle-Île. Je vous invite à aller vite sur le replay de France 3 Bretagne pour revoir toutes les belles découvertes qu'on a pu faire cette semaine, le trail, la faune, la flore. Et puis évidemment, je vous invite à venir à Belle-Île, mais plutôt hors saison, c'est quand même vachement mieux qu'en plein mois en plein juillet-août, on est d'accord? Il y en a pour tous les goûts. Moi, je vous invite à venir toute l'année. C'est ça. Allez, c'est à toi, Anne-Fanté. Bonne journée à tous. Bon retour, Evan. Merci pour cette échappée à Belle-Île toute cette semaine. Merci à nos invités pour leur présence ce matin. Ensemble, c'est mieux. C'est déjà fini. À suivre dans quelques minutes votre journal régional. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne.